Imagine un peu. Aujourd'hui, on dirige nos vies avec un smartphone. Mais imagine diriger une entreprise où la moindre phrase envoyée à un partenaire coûte une véritable fortune. Ouais, une fortune, et où la preuve de ton paiement, c'est juste un bout de papier fragile qui voyage dans un train pendant des semaines. C'est ça. Et si tu perds ce papier, c'est pas juste un petit souci administratif, tu perds littéralement ton argent. Exactement. Et le truc, c'est qu'en 1910, c'était pas du tout un scénario catastrophe. Non, c'était juste un mardi matin normal, quoi. Voilà, il n'y avait pas de double authentification numérique, la confiance, elle se construisait à la force du poignet, avec de l'encre, du papier et, on peut le dire, une bonne dose de paranoïa méthodique. Absolument. Bonjour à tous pour cette nouvelle plongée approfondie. Je suis ravie d'être là. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet vraiment étonnant. Salut Evelyne. Oui, un sujet qui nous fait faire un vrai saut dans le temps. C'est ça. Notre mission aujourd'hui, c'est de décortiquer un manuel datant de 1910. Ça s'appelle Business Hints for Men and Women de A.R. Calhoun. Un livre qui pourrait ressembler à un vieux truc poussiéreux, hein. Grave. À première vue, on se dit que c'est un guide pour savoir comment lécher un timbre. Mais en fait, pas du tout. C'est un traité fascinant sur la création de valeur et de confiance. À une époque où tout bascule, en fait. On passe du petit commerce de village où tout le monde se connaît à une économie nationale, avec des étrangers à l'autre bout du pays. Ce qui pose un défi énorme. Comment tu fais confiance à quelqu'un dans un vide technologique pareil? Bon, décortiquons cela. Parce que le manuel ne commence pas par des concepts de haute finance. Pas du tout. Il nous ramène directement à la terre, à l'agriculture. L'auteur décrit ça comme la plus grande industrie du monde. Il annonce même que le prochain recensement va montrer plus de 6 millions fermes aux États-Unis. 6 millions, c'est colossal pour l'époque. Mais Calhoun est hyper sévère avec les fermiers traditionnels. Ah oui, il les détruit. Il fustige ceux qui travaillent encore comme leurs arrière-arrière-grands-pères. En gros, il leur dit d'arrêter le bricolage. C'est exactement le message. Ce qui est fascinant ici, c'est que nous sommes au point de bascule entre l'agriculture de subsistance et l'agriculture de marché. C'est-à-dire? Pendant des siècles, si t'étais fermier, ton succès, c'était juste d'avoir assez de réserves pour pas mourir de faim en hiver. Survivre, quoi. Voilà. Mais Calhoun explique que c'est assez fini. Le fermier de 1910, il doit devenir un stratège. Il redéfinit complètement le capital. Il part du premier outil de l'humanité, un bâton durci au feu, pour arriver aux moissonneuses mécaniques. Sauf que le vrai capital pour lui, c'est pas la machine en soi. Non, c'est l'éducation commerciale, c'est de savoir gérer. Moi, la façon dont je le vois, c'est qu'il demande au fermier de devenir le fondateur de sa propre start-up agricole. C'est une excellente comparaison, ouais. Aujourd'hui, un fondateur de start-up, il est aux produits, aux ventes, aux achats. Le fermier, de 1910, il devait faire pareil. Fini la routine, il fallait passer à la comptabilité pure et dure. Et c'est un choc culturel immense pour le monde paysan. C'est plus juste est-ce que mon champ pousse bien, c'est calculer mathématiquement la rentabilité par champ. Anticiper l'usure du matériel aussi. Tout à fait. Et déduire précisément le coût du fourrage pour chaque cheval. C'est vraiment l'introduction brutale de la gestion scientifique dans un monde qui marchait à l'instinct. Ouais, au rythme des saisons. Mais attends, parce que cette volonté de tout quantifier, ça va loin. Très loin. Trop loin, tu penses? Écoute, le livre donne l'exemple d'un budget ouvrier. Et il exige que l'ouvrier note la moindre dépense. Genre 20 centimes pour le tramway à chevaux et 6 centimes pour des timbres. Ouais, il est intransigeant là-dessus. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. Exiger d'un gars qui a travaillé 10 heures à l'usine de noter 6 centimes pour un timbre, c'est pas un peu excessif? Je veux dire, ça paralyse l'action, non? Vu d'aujourd'hui, oui. Mais en fait, Le temps de chercher son carnet et son crayon, il a déjà perdu l'équivalent de 6 centimes en temps de repos. je comprends ton point. Mais il faut se remettre en tête qu'aujourd'hui, on a des applis bancaires qui font ça toutes seules. Ton téléphone catégorise tes dépenses. En 1910, ton cerveau et ton carnet, c'est la seule technologie. La seule trace de ton argent, quoi. La trace écrite, c'est pas un résumé de la réalité. C'est la réalité. Si tu notes pas ces 6 centimes, t'introduis un trou dans ta mémoire. Un bug dans le système. Exactement. Et dans une économie aussi précaire, une petite fuite de trésorerie qu'on n'identifie pas, ça peut détruire un foyer ouvrier. Calhoun ne fait pas ça pour le plaisir de la paperasse. Il le fait pourquoi alors? C'est de l'autodéfense psychologique, une méthode pour pas faire d'hémorragie financière. D'accord, je vois l'idée de la forteresse de papier. Et ça s'applique aussi à l'argent physique d'ailleurs. Il y a une anecdote dans le livre qui m'a fascinée sur les fameux greenbacks. Les billets du Trésor américain. Ouais, les billets. Le manuel raconte que l'argent circulait de façon tellement intense, tellement physique, que les billets qui retournaient au trésor étaient dans un état pitoyable. Ah oui, complètement usés. Sales, déchirés. Et le gouvernement les lavait,
Littéralement. S'ils étaient sauvables, ils les nettoyaient, sinon, hop, réduits en pulpe pour refaire du papier-monnaie. L'argent qui se décompose à force d'être touché, c'est fou quand on y pense. Carrément. C'est très organique. Et c'est ce qui explique l'obsession maladive de Kaloun pour les talons de chèque et les reçus, puisque l'argent physique s'use ou se perd, et que les virements électroniques n'existent pas, comment tu prouves que tu as payé? Bah, aujourd'hui, c'est une notification sur ton téléphone en une fraction de seconde. Voilà. Mais à l'époque, tu signes un chèque, il part par le train postal. Il est déposé dans une banque à des centaines de kilomètres, et le chèque annulé te revient physiquement des semaines plus tard. Un vrai voyage! Et Kaloum martèle ça. Ne détruisez jamais un chèque annulé ou un talon. Jamais. Parce que c'est la preuve absolue. C'est ton unique bouclier juridique. Si le gars en face dit « vous m'avez pas payé » et que t'as jeté le papier poinçonné par la banque, bah, tu paies 2 fois. C'est radical. Ce qui nous amène direct à la logistique. Parce que tenir ces petits comptes locaux, c'est gérable. Mais faire des affaires à travers le pays, Avec le train et le système postal qui explose à l'époque. oui, Voilà, les distances s'allongent. Et là, le manuel s'attaque aux technologies de communication de 1910. Et les règles sont militaires. alors que oui. Sur les lettres commerciales, par exemple. 9 parties obligatoires. Pas de jargon. De l'encre obligatoirement noire. Un bon stylo. Et surtout, j'ai cru halluciner, il interdit formellement de faire des brouillons. Pas de brouillon. Jamais. Mais c'est absurde, non? Si tu fais pas de brouillon, t'as plus de chances de faire des ratures sur la lettre finale. Et une lettre pleine de ratures, c'est pas pro. Alors en fait, c'est un exercice mental très précis. Si tu te dis « je fais un brouillon », tu t'autorises à penser à moitié. Tu te dis « je corrigerai les erreurs au propre ». Ah, tu baisses ta garde intellectuelle, en gros. Voilà. Interdire le brouillon, c'est forcer l'entrepreneur à structurer son argument de A à Z dans sa tête avant que l'encre ne touche le papier. Parce que la lettre, c'est son ambassadeur. Exactement. Si tu envoies une lettre confuse ou avec de l'encre délavée, c'est comme si tu débarquais dans le bureau d'un client en pyjama. La clarté épistolaire, c'est la base de la confiance à distance. Je comprends mieux. Et alors, si la lettre demande de la clarté, le télégraphe, c'est encore un autre niveau. C'est là que j'ai vu à quel point notre rapport à la communication a changé. Le coup par mot, oui. Le manuel précise que le tarif de base couvre exactement 10 mots. Pas un de plus. Si tu dépasses, la facture explose. C'est ça. Chaque mot vaut de l'or. Moi, ça m'a fait penser au début de Twitter ou au premier SMS, où tu avais cette limite technique. Sauf que là, c'est purement financier. Tu paies pour de l'espace sur un fil de cuivre. Et si nous relions cela à une vision plus globale, cette contrainte a créé un nouveau langage. Les gens ont inventé un style ultra compressé parce que la moindre syllabe inutile bouffait la marge de l'entreprise. Ça force vraiment la clarté. L'auteur dit un truc du genre « Le secret d'une bonne écriture, c'est une pensée claire ». Oui, l'infrastructure dicte le comportement. C'est comme le système de paiement à la livraison, le système express. Le fameux COD qu'on connaît en anglais, pour Cash on Delivery. Ah oui, la petite blague de l'auteur là-dessus. Il traduit COD par « Come immediately down », descendez immédiatement avec l'argent. C'est une bonne illustration de la méfiance de l'époque. On livre, mais on veut voir la monnaie tout de suite. D'ailleurs, en parlant de livraison, j'ai adoré cette règle de la Poste qui interdisait d'envoyer de l'alcool. Ah oui, considéré comme une substance explosive. Oui. La bureaucratie de 1910 a classé l'alcool avec la dynamite. C'est très drôle, mais ça montre bien qu'ils essayaient de réguler un truc qui les dépassait complètement. Un flot de marchandises nouveau et incontrôlable, oui. Et justement, envoyer des trucs loin avec des inconnus, c'est super risqué. Kaloun aborde la gestion des risques et des contrats avec un cynisme assez glaçant, je trouve. Sur les contrats verbaux notamment. Oui, les contrats verbaux nourrissent les avocats. C'est une citation directe. En gros, il te dit de ne jamais, jamais faire confiance à une poignée de main. C'est l'essence de sa pensée. La nature humaine est défaillante. Face à l'argent, on a tous une mémoire très sélective. Mettre par écrit, c'est pas insulter l'autre, c'est juste reconnaître objectivement qu'on peut tous mentir ou oublier. C'est clinique. C'est la même approche qu'il a pour les assurances, d'ailleurs. Oui, il compare carrément ça à un pari, tu vois, le gambling spirit. C'est clair. Il parle de l'institution Lloyds à Londres qui assure absolument tout, même le risque pour un père d'avoir des jumeaux. Genre, tu paries contre l'assurance que tu vas avoir des jumeaux. C'est un esprit de jeu institutionnalisé. Mais pour Kaloun, c'est nécessaire pour stabiliser le commerce. Mais là où il m'a vraiment eu, c'est sur les impôts. Ah, le passage sur les taxes. Oui. D'habitude, dans un manuel pour faire de l'argent, l'impôt, c'est le grand méchant loup, l'ennemi juré. Souvent, ouais. Bah là, non. Il reconnaît que personne n'aime ça, mais il affirme, je cite presque, qu'aucune dépense ne rapporte autant de bienfaits au public. Les écoles, les routes, les asiles.
C'est très pragmatique. Grave, il dit même que blâmer le collecteur d'impôts, c'est de l'ignorance totale, parce que c'est l'électeur qui l'a mis là. Mais alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Pourquoi un manuel de business défend les impôts? Parce qu'il voit les systèmes dans leur ensemble. Encore une fois, il ne prend pas parti politiquement, il explique juste la mécanique. L'impôt est le prix de la civilisation. Et les affaires, ça a besoin de civilisation pour marcher. Sans route payée par les impôts, ton fermier ne vend rien. Exactement. C'est un écosystème. Et cette lucidité, cette honnêteté intellectuelle, il l'exige aussi dans les registres privés. Ah, la fameuse règle d'amortissement. Oui, il impose à l'entrepreneur de déprécier ses machines de 10% chaque année sur le papier et de jeter les vieux stocks. Même à perte. C'est une guerre contre soi-même en fait, c'est pour pas se faire d'illusions. Voilà. Se mentir en gardant un stock mort à son prix d'achat ou croire qu'un vieux tracteur vaut son prix neuf, c'est s'inventer de faux profits. Et pour lui, les faux profits, c'est l'antichambre de la faillite. C'est hyper rigoureux. Et cette intégrité, il l'applique même aux amis. La règle d'or sur le crédit, Ne jamais endosser le billet d'un ami. sauf si t'es prêt à payer toi-même. Voilà, t'es garant, tu payes. Donc si t'es pas prêt psychologiquement et financièrement à le faire, tu signes pas. L'affection ne doit pas aveugler la gestion du risque. Et ça, cette transition parfaite de l'affection, ça nous mène à la dernière grande section du manuel. La sphère domestique, la famille. Oui, parce qu'une fois qu'on a mis en place les contrats, les assurances, les registres, À quoi ça sert si c'est pas pour protéger ses proches? Et franchement, le manuel prend une tournure ultra moderne sur ce point, surtout concernant les épouses. c'est vrai que pour 1910, c'est inattendu. Carrément. Il condamne fermement les maris qui cachent leurs finances à leurs femmes. À l'époque, c'était vu comme de la chevalerie, tu sais. Le mari disait « je gère tout, ma femme ne s'inquiète de rien ». Sauf que Calhoun démonte cette idée. Il dit que c'est l'inverse de la protection. Si tu meurs d'un coup, ta veuve se retrouve avec un double traumatisme. Le deuil et le chaos financier dont elle ne connaît rien. D'où cette métaphore inversée très percutante. Oui, il dit aux hommes, imaginez qu'on vous confie d'un coup, sans explication, la gestion complète d'une maison. Il dit qu'il serait tout aussi perdu qu'une femme qu'on balance dans les registres comptables sans l'avoir formée. C'est un appel à la transparence dans le couple. Pas forcément par féminisme militant, on va dire, mais par pragmatisme brut pour la survie du patrimoine. Ça reste un pas de géant. Il faut impliquer l'autre. Et l'éducation financière, elle s'arrête pas là. Elle concerne aussi les enfants. Ah oui, l'apprentissage de la frustration. C'est ça. Le manuel dit qu'il faut leur donner de l'argent de poche, mais pas pour qu'ils achètent tout. Le but, c'est de leur apprendre à passer devant un magasin de bonbons sans y entrer. C'est la maîtrise des impulsions, forger le caractère. Parce que garder de l'argent, c'est parfois plus dur que d'en gagner. Surtout quand la richesse doit survivre à celui qui l'a créée. Cela soulève une question importante. Comment on gère la fin? La question des testaments, à l'époque, il y avait une vraie superstition, non? Oh oui. Faire un testament, c'était presque inviter la mort à sa porte pour beaucoup de gens. Et Calhoun balaye ça d'un revers de main, avec ma citation préférée du livre « Il n'y a pas de poche dans un linceul ». There are no pockets in a shroud. C'est magistral de réalisme. Tu pars les mains vides, donc fais tes papiers. Mais c'est pas qu'une question de transmission de fonds, c'est aussi transmettre de la vulnérabilité, non? Absolument. L'auteur met en garde contre la période juste après un héritage soudain. Les fameux amis qui débarquent. Exactement. L'argent frais attire les prédateurs. T'as toujours des connaissances qui surgissent après les funérailles avec le projet d'investissement soi-disant infaillible. Et les héritiers, naïfs ou sous le phoque, se font plumer. C'est une constante dans la nature humaine. Il a aussi un conseil génial pour les personnes âgées. Ne jamais tout céder de son vivant contre une vague promesse que les enfants s'occuperont de vous. En gros, gardez la main sur le registre jusqu'au bout. Sinon, le respect risque de disparaître en même temps que votre argent. C'est cynique mais très lucide. Bon, on arrive à la fin de notre voyage. De la ferme de 1910 à la rédaction du testament. On a vu pas mal de choses. Oui, et ce qui me frappe pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, c'est que les outils ont changé de façon spectaculaire. On est passé du télégraphe payé au mot à la visio internationale illimitée. L'outil change, mais la nature humaine dans le commerce, elle ne bouge pas d'un millimètre. C'est exactement ça. La mémoire reste sélective, la preuve écrite est indispensable et le risque est omniprésent. Mais du coup, ça me laisse avec une vraie réflexion, presque dérangeante. Laquelle? En 1910, les affaires généraient une friction énorme. Il fallait tout écrire noir sur blanc, compter les pièces une par une, choisir chaque mot d'un télégramme, protéger ses reçus dans un coffre. La contrainte obligeait à la rigueur, oui. Voilà. Et aujourd'hui, on est dans l'ère du zéro friction.
L'argent est invisible, nos abonnements sont prélevés en tâche de fond, on paye en frôlant un terminal avec notre téléphone. C'est tellement facile qu'on n'y pense même plus. Et c'est bien ça le problème. Face à ce confort absolu, je me demande si on n'est pas devenu, financièrement et intellectuellement parlant, paresseux. C'est une excellente question. En jetant nos vieux registres en cuir et notre encre noire, est-ce qu'on n'a pas laissé s'évaporer la discipline que la friction d'avant nous forçait à avoir? C'est une pensée que je laisse à l'auditeur pour la prochaine fois qu'une transaction se fera, en un clic, sans le moindre effort. Une belle remise en question pour terminer. Tout à fait. Merci de m'avoir accompagné dans cette analyse. Avec grand plaisir. Et merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vos registres et à très bientôt.